Bonjour, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'Anacofi. Au programme aujourd'hui, les actualités de la fin d'année 2019. Et avec moi, deux représentants de choix, David Charlet, président de l'Anacofi, bonjour. Bonjour. Et Michel Fleurier, président de l'Anacofi IOBSP. Bonjour. Alors, on devait avoir avec nous Jean-Jacques Olivier, président de l'Anacofi Immobilier, qui a été victime des grèves, il n'a pas pu rejoindre le studio. On aura le plaisir de l'accueillir dans notre studio l'année prochaine, peut-être en début d'année, si les grèves ne durent pas trop, espérons-le. David, pour commencer, on va démarrer avec l'actualité réglementaire et puis avec une thématique dont on a déjà beaucoup parlé et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la loi Pacte, les nouveaux plans d'épargne retraite, le PER, le PER. Alors, tous les produits ne sont pas sortis, mais certains sont sortis, au moins dans leur variante individuelle. Comment ça se passe ? Alors ça se passe pas trop mal. Ceci dit, on va quand même avoir un sujet majeur qui est l'inertie du lancement de nouveaux produits. Les produits sont disponibles, pour les tout premiers, ont été disponibles à partir de début octobre. Ça fait assez peu de temps pour faire une campagne. Et puis on a les grèves au milieu. Ouais. Ce que l'on voit, c'est un accueil qui est plutôt positif de la part des clients, qui semble être franchement positif de la part des métiers du conseil que nous représentons. Donc là-dessus, on peut être plutôt optimiste. On est en train de découvrir quand même les petites problématiques techniques qui apparaissent dedans, des problèmes de table de mortalité, de manière de gérer qui est annoncée, mais on verra comment ça tourne, puisqu'on est en train de découvrir comment on fait du fond à horizon. On a aussi un sujet de transition, puisqu'on a les anciens produits qui survivent momentanément, les nouveaux, donc il y a des comparatifs qui apparaissent, qui commencent seulement à se faire. Mais globalement, ça se passe plutôt bien dans l'accueil, avec par contre un vrai frein mécanique du fait de cette inertie dont je parlais, et puis du fait de ces grèves, parce que très bêtement, il faut aller voir un client, il faut parler à un client, il faut transmettre des documents. Alors, tout le monde essaie de s'en sortir avec le digital, mais ceci dit, quand vous perdez 10-15 heures à l'intérieur dans les transports sur une seule semaine, que vous soyez le client ou le conseiller, ça aura un impact. Voilà, ce qui se passe sur Pacte et sur les premiers PER est là. Rareté de l'offre, quand même, il faut le dire. On a eu de toutes premières offres qui étaient 3, après 6. On en est là. Ça n'est pas à l'échelle encore du marché. On annonce le reste pour le début de l'année prochaine. Mais voilà ce qu'on peut en dire à cette heure-ci. Je sais que ce ne sera pas suffisant pour le gouvernement qui espérait plus. Mais on progresse avec un produit qui, globalement, a un bon accueil. Puis ce qui est sûr aussi, c'est que pour vous, professionnels, du conseil, ça va être une bonne chose, parce que les épargnants vont avoir besoin de conseils. Oui, c'est un produit qui est designé pour être un produit accompagné. Donc ça, c'est très clair. Donc, représentant les métiers du conseil, nous, le produit nous va très bien. Il est tout à fait adapté à notre manière de travailler. Il est adapté aussi à notre clientèle, mais je pense qu'il sera adapté à toutes les formes de clientèle, sans ouvrir le débat sur ce que doit être un système de retraite dans un pays. Mais bon, si on regarde de manière dans les théories sur la retraite internationale, les 3 piliers de la retraite, on est dans un produit qui est bien taillé pour faire le job, mais qui est un produit qui est clairement annoncé comme étant un produit qui doit être accompagné, même écrit dans le texte. Oui, pour nos métiers, il va bien et on saura s'en saisir, ça c'est absolument certain. Alors c'est un produit qui va être commercialisé aussi par des intermédiaires. Michel, tout comme aujourd'hui en matière immobilière, on a des courtiers qui interviennent, et là il y a un gros débat, on a pu le voir dans certains journaux, qui a éclaté au grand jour entre les banquiers et les courtiers. Alors effectivement, quelque part, c'est une opportunité pour nous de communiquer davantage sur des problèmes qui sont pas nouveaux, qui existent depuis l'apparition du statut, où les établissements bancaires n'ont pas réellement intégré, je dis pas la totalité des établissements bancaires, mais une bonne partie des réseaux bancaires n'ont pas intégré l'activité de courtier, les spécificités du courtier, qui est avant tout un accompagnateur du client dans l'acquisition de ces financements immobiliers. Donc ça, ils ne l'ont pas intégré, ils sont restés encore sur leur ancien schéma, l'ancien statut IOB, et ils considèrent que s'il n'y a pas de convention avec eux, le courtier ne peut pas leur présenter
un dossier de financement pour son client. Or, selon les textes, le courtier est légitime dès qu'il a un mandat du client. Non pas une convention avec une banque, il n'y a rien qui oblige de créer une convention avec une banque, mais qu'il y ait un mandat du client. Et donc ça, c'est un blocage important donc, qui freine l'activité. Ça va même au-delà, pour certains établissements, lorsque le courtier qui peut agir sur l'intermédiation, mais qui peut agir également en amont, d'une façon totalement décorrélée de l'intermédiation, sur le conseil indépendant. C'est-à-dire il va prodiguer à son client uniquement du conseil sur un projet de financement ou comparer, analyser des propositions diverses, etc. Et à la suite de ça, il va remettre son rapport, son compte-rendu de mission, et il sera rémunéré par le client, absolument pas par la banque. Ouais. Et de ce fait, il peut avoir le statut de conseiller indépendant. On peut utiliser le terme indépendant. Aujourd'hui, on voit, selon les remontées terrain, que des établissements rejettent les clients qui viennent les voir directement pour obtenir un financement et en s'appuyant sur les conseils, sur le compte-rendu du courtier et du coup refusent complètement le client, donc cassant ce rôle, l'image du courtier. Donc, et j'en passe, puisque certains établissements sont même allés jusqu'à mettre sur leur site qu'il ne fallait pas, pour les clients, que ça les desservait d'aller voir un courtier. Donc on arrive dans une situation qui n'a jamais existé dans le passé, hein, on n'a jamais vu ça, même dans le monde de l'assurance, où un fournisseur allait casser des indépendants, et d'autant plus des indépendants du conseil. Comment on peut l'expliquer ? Quelle est la gêne ? À notre avis, il y a des causes multiples. D'accord ? Alors, ils ont pris comme prétexte que la faiblesse des marges suite à la baisse des taux historiquement bas, mais on en doute un peu, parce que ces mêmes établissements vont démarcher en direct, ont mis en place des équipes de commerciaux qui vont démarcher en direct nos prescripteurs, c'est-à-dire les professionnels de l'immobilier, en leur proposant des conventions d'indicateurs d'affaires avec des rémunérations pratiquement équivalentes aux nôtres. Un rappel sur l'indication d'affaires. Hein. En droit français, l'indication d'affaires est occasionnelle et avec des rémunérations marginales. Donc proposer des conventions pour capter l'univers de ceux qui nous amènent et qui sont censés le faire de façon non régulière, on est extrêmement limite juridiquement. Et en plus, dans la convention, il y a des critères de productivité ou de suivi, etc. Donc, pour de l'indication d'affaires est juste dément juridiquement. Donc voilà. Alors, donc déjà, il y a quelque chose qui se contredit. Mais on pense que une des raisons essentielles, c'est le problème de l'assurance emprunteur. Ouais. Depuis un moment, le législateur a verrouillé au maximum pour libérer le marché de l'assurance emprunteur. Les banques font de la résistance. Alors, elles font de la résistance parce que c'est une source de profit pour elles. Pourquoi ? Parce que sur le crédit, elles ne margent pas assez. Et toute la distribution du crédit immobilier est complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Donc, après, on se retrouve également avec le problème de taux d'usure, qui bloque. Aujourd'hui, c'est difficile de financer une personne qui a 50, 60 ans avec quelques petits problèmes de santé où il va avoir une cotisation d'assurance un peu majorée à cause de son état, et ça ne va plus passer en taux d'usure. Ouais. Donc là aussi, il faut que le ministère prennent en compte peut-être des changements en profondeur par rapport à ça. Mais ceci n'explique pas d'avoir un comportement de la sorte de la part des banques. Nous, on attend davantage de se retrouver autour de la table pour échanger et trouver des solutions dans le dialogue, plutôt que d'avoir cette guerre ouverte. Mais d'un autre côté, je pense que le consommateur sera davantage éclairé par rapport... Je pense que ça dessert l'image de la banque, d'avoir une telle attitude. Surtout que c'est la première fois dans l'histoire de France qu'on attaque les métiers du conseil. Hein. De quel que soit l'univers dans lequel on parle, attaquer les métiers du conseil, c'est quelque chose qui ne s'est juste jamais fait. Prenons les choses pour ce qu'elles sont.
encore une fois, certaines banques jouent le jeu. Ouais. Et celles qui ne jouent pas le jeu, prenons les choses pour ce qu'elles sont. Quelqu'un qui fabrique un produit, mais dans un univers où il y en a plusieurs, dit « Je vous assure qu'en le vendant directement, ce sera mieux que si vous êtes accompagné par celui qui est payé pour vous aider. » Voilà. Dans quel univers? On peut assécher le monde du conseil, mais on ne peut pas intelligemment dire il est inutile. C'est quelque chose, c'est un type de message qui est très très spécieux quand même. Dans les faits, un potentiel client pour une banque qui vient avec son courtier et avec un mandat, et un courtier, pas de problème, inscrit à l'ORGAS, compétent, etc. Et la banque va dire au client, écoutez, vous démandatez le courtier, et à ce moment-là, vous pouvez venir nous voir. Oui, alors pour être tout à fait clair et finir là-dessus, je peux vous dire que ça nous est arrivé à nous, sur mon propre cabinet, ça nous est arrivé à peu près ça. C'est d'arriver une banque qui dit non, le client en direct oui, mais avec vous c'est non. On a fini par s'arranger, mais c'est assez surprenant quand vous arrivez avec un mandat. Pour finir cette partie réglementaire, je crois que vous lancez un nouveau kit. Oui, en cette fin d'année. Oui. On l'a Alana Coffee et pour nos membres et pour qu'ils puissent correctement conseiller leurs clients, et régler leurs problématiques de protocole interne, puisqu'aujourd'hui on doit absolument tout protocoler, avoir différentes procédures. On a un document qui aujourd'hui s'apparente à un livre de droit. Le livre de droit de nos membres s'appelle le livret réglementaire de l'adhérent. Ok, il est très complet, vous avez des documents types, mais il est assez épais. C'est leur document type bouquin de droit. Ok. Nous avons lancé il y a quelque temps une version digitale qui leur permet d'attraper sans avoir à regarder les 450 pages du bouquin, mais par partie, pour aller via un portail digital, charger quelques documents pré-remplissables, voir thématique par thématique, taper des mots-clés, etc. Tout va bien. Mais nous nous sommes rendus compte, dans le cadre des contrôles que nous réalisons, que l'une de leurs difficultés, et contrairement à ce qu'on pensait, c'était pas tellement les documents types. Sur les documents types, on avait plutôt résolu le problème, mais c'est les procédures internes, et les procédures internes, ils avaient énormément de mal à comprendre comment on les fait, surtout quand ils étaient de petits cabinets. Alors, pour les petits cabinets, ou ceux qui ont des offres de prestations de services très normées, on a produit, alors la première version est existe d'ailleurs, donc peut-être qu'elle sera la finale, mais on va regarder ça. On vise à peu près la période de Noël pour le livret. On va faire des fiches, procédure par procédure. On va compléter ce qui existait déjà. Il existait déjà une matrice, mais on va la faire encore plus simple pour tous ces membres qui ont beaucoup de mal à savoir comment les faire et qui sont sur, encore une fois, quand même des prestations normées, des cabinets qui sont sur une taille raisonnable. Mais ceci dit, même pour les plus gros, ça donnera un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Ça devrait faciliter la vie tant de nos membres que pour ceux qui sont accompagnés, des sociétés de prestations de services en conformité qui les accompagneront, qui auront là pour le coup vraiment une version censément finale de ce qu'attendent nos contrôleurs. Alors vous évoquez des obligations de vos adhérents. Il y a une obligation particulière de formation et de réaliser un certain quota d'heures de formation à l'année. Donc le 31 décembre, j'imagine, là, est une date importante. Il approche, et la date est importante, mais on a un problème tous les ans qui revient, qui est toujours le même, c'est que vous ayez 7 heures ou 43 heures à faire par an. En fait, on se rend compte qu'on a un tiers de nos membres seulement qui résolvent ce problème avant fin septembre. Ouais. Fin septembre, c'est les 3/4 de l'année qui sont finis. Donc nous avons une ruée sur la fin de l'année. Sauf que cette année, le volume d'heures attendu pour nos membres est un volume qui a beaucoup augmenté. On a 15 heures de plus, et puis on a une contrainte particulière, une contrainte de mise à niveau. On va passer les détails, mais nos membres professionnels comprendront de quoi je parle. On a une obligation complémentaire, c'est on n'aura pas de capacité à avoir du rattrapage sur la partie formation financière sur 2020, ce qui était habituellement, on avait jusqu'à fin février, et en plus de quoi, on doit finir une remise à niveau par rapport à une certification. Ce qui voulait dire des volumes attendus qui étaient très largement supérieurs à ceux qu'on avait eus par le passé. Or, on a le même phénomène. On a eu un tiers de nos membres qui ont à peu près réglé le sujet jusqu'à la fin septembre, et tout le reste se rue aujourd'hui sur les formations disponibles. Je vous rappelle qu'on est en décembre, disponible, il n'y a quasiment plus rien, qui se rue donc sur nos services formation pour obtenir des codes en e-learning. On est sur des demandes qui sont absolument
hallucinante en volumétrie par jour, hein, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de salariés que vous mettez en face, c'est très difficile de répondre. Et je voudrais vraiment que les gens comprennent que, ce genre de comportement, plus on va aller dans le temps, plus ce sera compliqué de les maintenir, et qu'ils se mettent eux-mêmes en danger, alors qu'on a des organisations, nous comme tous les centres de formation, qui travaillent toute l'année. Et il faut que nos membres s'en occupent bien plus tôt. Moi, je reçois des messages, puisque les gens trouvent les coordonnées du président dans ces cas-là, puisqu'ils veulent une réponse garantie par le président, mais le président ne peut rien y faire. Quand quelqu'un m'envoie « je m'y suis quand même pris assez tôt dans l'année », message que j'ai reçu hier soir, hein, « je m'y suis quand même pris assez tôt dans l'année, je m'y suis pris le 1er octobre, comment se fait-il qu'on ne me permette pas de trouver les volumes dont j'ai besoin en me répondant par téléphone, les salariés sont quand même payés avec ma cotisation », ça n'est pas faux, sauf que les salariés sont payés depuis le 1er janvier, et s'y prendre assez tôt, c'est pas le 1er octobre. Le 1er octobre, on est déjà dans la dernière phase, entre Noël et autres. Vous avez donc un peu plus de 2 mois, le temps que tout ça réagisse. Là, vous en aviez 12 sur l'ensemble de l'année. Il faut vraiment que les professionnels comprennent les volumétries qu'on leur demande ont augmenté. Nous avons mis tous les outils et tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent le régler. Il faut qu'ils prennent l'habitude d'étaler leur suivi de formation sur l'ensemble de l'année. Il y a des moments creux dans l'année. Hein. Il y a d'autres. La fin de l'année n'est pas un moment creux pour nos business. Pour nos entreprises et pour nos clients, c'est un moment justement de pleine charge de travail. Tenter de résoudre son problème en fin d'année seulement, c'est presque à la limite suicidaire. Ouais. En plus, cette année, avec les grèves, c'est particulier. En plus, les grèves ne nous aident pas, et nous avons demandé à l'autorité des marchés financiers de nous donner un peu de délai. Nous espérons qu'elle nous répondra, parce que la demande a été faite, mais à cette heure, nous n'avons pas de réponse. Mais nous leur avons dit quand même que les grèves les impactaient eux aussi. Je pense que leurs salariés ont du mal à venir. Nos chefs d'entreprise membres et leurs salariés doivent aujourd'hui essayer de travailler, de produire, parce que leurs entreprises doivent rentrer du chiffre, suivre leur formation. L'année n'est pas finie, donc ils ont légalement le droit de faire leur formation maintenant, malgré ce que je viens de dire. Et là, ils sont contraints, ils perdent des dizaines d'heures, eux et leurs clients, en essayant de faire et leur business et passer la preuve qu'ils ont suivi leur formation, et avec des salariés dans toutes les sociétés de formation ou les associations qui font ce qu'ils peuvent pour aller au travail, mais c'est pas facile. Le télétravail ne permet pas de tout traiter. Donc nous avons demandé à l'autorité des marchés financiers de nous donner quelques semaines de plus qui correspondront au temps bloqué par les grèves. Pas de réponse à cette heure. J'espère que le temps que cette émission soit montée et diffusée, l'AMF nous aura répondu. Si pas, j'espère qu'elle entendra le message en regardant cette émission. Et si elle répond, j'imagine qu'il y aura très vite une publication sur votre site internet. Et pas que. Et pas que. Donc vous serez informés. La fin de l'année, c'est aussi des grands événements, et tout commence dans 2 jours, jeudi, avec le grand débat. Oui, le grand débat de l'Anacofi. Ouais. Alors, le grand débat de l'Anacofi, c'est toujours notre grand moment. C'est notre deuxième grand moment. On a des grands moments en région, mais si on parle de ce qui se passe à Paris, on a notre convention annuelle. Donc la convention annuelle, c'est 3 jours de travail pour les équipes, 1 jour public avec les assemblées générales. C'est à peu près 2000 personnes, entre 1600 et 2000, hein, selon les années. Et puis, lui répond, à la fin de l'année, ce grand débat, qui se tient toujours au cercle interallié. Là, on va avoir, comme d'habitude, j'allais dire 2 tables rondes. On y retrouve des politiques. On a toujours des représentants de 2 partis qui vont parler sur la même thématique, qui vont se répondre. On y retrouve nos autorités de tutelle. La construction est toujours à peu près la même. On y retrouve au moins un avocat, un juriste connu qui, sur une thématique, va intervenir. On y retrouve des économistes. Enfin, une dizaine, selon les années, entre 6 et 10 invités qui vont débattre sur 2 thématiques. Cette année, on va être sur des thématiques assez classiques, la digitalisation, et puis pacte 1 an après et après. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autres en plus pour compléter, corriger, enfin voilà, on va laisser ces 2 débats. Et nos campagnes de communication sont construites autour de ces 2 grands événements. Donc actuellement, on est en pleine phase, et cette émission sera pluguée dans notre campagne de communication à ce grand débat. Donc le grand débat, c'est un grand moment pour l'Anacofi. Le problème majeur, les grèves. Le jour du grand débat, on nous annonce des manifestations. Enfin, on nous annonce le pire. Et le grand débat sera maintenu. Mon Dieu, si nous avons du no-show, nous aurons du no-show. Venez quand même nombreux, vous êtes les bienvenus. Et si cette émission passe alors que le grand débat est terminé, j'espère que vous serez venus nombreux. On va faire le maximum. En tout cas, les invités seront là. La captation vidéo sera là. Donc pour tous ceux qui ne pourront pas le voir, vous allez réaliser la captation vidéo. Donc ce sera en ligne en intégralité. Donc tout ce qui s'y dira pourra se voir. Et puis on va compléter le grand débat par
une présentation de nos hyper-actualités, des choses que l'on veut que nos membres retiennent ou la place retienne. Voilà, c'est notre deuxième grand moment en Ile-de-France, parce que n'oublions pas qu'en province, nous en avons d'autres. Alors justement, c'est la fin de l'année, c'est aussi la dernière étape de votre Tour de France. Oui, le Tour de France se termine, bien sûr. Ouais. Donc la semaine prochaine, nous finirons par Nice. On finit par le sud-est, on va se mettre un petit peu au chaud avant de... Voilà. Là, on a fait le nord, là, on a pas mal fait les régions du nord, donc là, on va aller s'occuper et finir l'année à Nice. Un Tour de France qui nous aura emmené dans beaucoup de dates. On a découvert aussi que l'appétence pour le présentiel était restée sur les mêmes personnes et que même malgré la croissance de l'association, on a de plus en plus de gens qui vont vers les solutions, j'allais dire simples, c'est-à-dire beaucoup par le e-learning. Du coup, on a les mêmes volumes de gens qui viennent dans des formations, des événements en présentiel que ce qu'on avait il y a 2 ou 3 ans. Ce qui signifie que nous avions anticipé un besoin en présence terrain supérieur. Ça nous avait amené à faire l'équivalent de 3 Tours de France. On va réformer le Tour de France pour revenir sur un volume de 2 Tours de France et non plus 3. Et on va aller un peu plus loin que ça. C'est qu'on va avoir des événements plus marquants dans chacune des régions. On va avoir autour de 22 semaines bloquées. Ouais. Ça veut dire que là aussi on pourra, et on répond en cela à une demande de nos membres, communiquer bien plus en amont sur les dates. Les semaines seront bloquées tous les ans la même semaine au même endroit, ce qui signifie que le parasitage, parce qu'il y a des roadshows de telle ou telle marque, parce qu'il y a des événements, eh bien, il devrait moins exister parce qu'on va ancrer dans le temps ces semaines, donc on pourra échanger avec les organisateurs d'événements, les marques qui circulent, les centres de formation, pour leur proposer 2 options. La première, c'est faites attention, nous sommes là, donc si vous venez, vous rentrez en concurrence avec la semaine Anacofi de la région, ou alors les intégrer à l'intérieur de cette semaine, et en ce faisant, on va créer des blocs événements, formation, stables dans le temps, avec plus de formations sur moins de jours. C'est quoi l'idée ? Eh bien, l'idée, c'est que si on a 5 jours, on aura 1 jour d'événement, formation gratuite, conférence à la fin, systématiquement, et on aura, sur 4 jours, non pas 4 formations, une par jour, mais au moins 6, si ce n'est 8, en fonction de la demande. Donc chaque jour 2 thèmes, 2 formations possibles, et avec nous, systématiquement, celle d'un centre de formation externe, labellisé, ami, qui aura produit quelque chose qui nous intéresse, qu'on va amener avec nous en région sur des formations expertes que nous ne produisons pas, parce que quand nous les produisons à l'Anacofi, nous voyons qu'en fait les adhérents ne les achètent pas. Un chiffre simplement, nous allons avoir fait dispenser l'équivalent de 8000 à 9000 jours de formation pour nos membres cette année. Les formations expertes, qui sont 4 ou 5, ça va être l'équivalent en jour homme, c'est 8 à 9000. En jour homme, les formations expertes que nous avons dans l'Anacofi, ça n'est même pas 50 personnes qui l'ont suivi en équivalent jour. Donc on voit bien que la volumétrie de ce qui nous est demandé est sur des formations normales, professionnelles, mais à un niveau raisonnable. Par contre, les formations expertes à l'extérieur sont demandées, donc on va faire venir ces formations avec nous dans ces semaines blocs. Voilà. Nice y ressemble déjà, puisque la semaine prochaine, c'est une semaine entière. On a déjà des endroits où ces semaines préexistent. Donc on aura juste à les renforcer. Ce qu'on va retirer, c'est ces journées qui se promènent un peu partout dans le calendrier. Et puis c'est graver ces semaines dans le marbre. Il est assez probable que l'année, maintenant, tous les ans, se terminera à Nice, tout comme les Basques savent qu'ils ont leur semaine, une semaine précise, etc. etc. Ce ne sera pas comme le Tour de France de vélo. Les étapes ne changeront pas chaque année. On saura à l'avance vraiment... Exactement. L'idée, c'est de ne pas changer tous les ans. Changer tous les ans, finalement, a été assez perturbant. On l'a vu. Et toutes les semaines qui préexistaient, il y en a 4 ou 5, avec des dates fixes, fonctionnent très bien. Les semaines qu'on déclenche 1 mois et demi ou 2 mois avant d'y aller fonctionnent moins bien. Ouais, c'est normal. Michel, David évoquait les actions terrain. Alors, justement, on approche de la fin de l'année. Quelles sont les dernières actions que vous avez prévu de mener ? Ben là, nous sommes sur le pont par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, il y a urgence dans une période de crise. Donc, on est actif pour rencontrer effectivement tous les acteurs qui nous concernent, notamment en ce qui concerne le régulateur, le ministère de tutelle. Mais la première des choses, ça a été de rencontrer les autres associations dit au BSP, afin d'avoir une démarche commune et de faire bloc, ce qui va donner lieu déjà aujourd'hui à ce qu'un communiqué de presse
soit émis pour le compte de tous. Et justement, on ne va pas vers quelque chose d'agressif, mais bien au contraire, de dire c'est le moment de parler. Voilà, il faut pas le truc. Mais vous adressant aussi au pouvoir public ou directement aux banques? Alors là, on s'adresse à tout le monde, y compris le consommateur. C'est un communiqué de presse généraliste. Par contre, d'ici la fin de la semaine, va partir des notes plus précises vers le régulateur, vers les pouvoirs publics, vers les associations de consommateurs, etc., de façon à sensibiliser sur des points beaucoup plus techniques, beaucoup plus précis que ce qu'on peut le faire dans ce premier communiqué. David, la fin de l'année approche. On a évoqué vous avez évoqué à plusieurs reprises la digitalisation. Oui. Alors justement, en matière de digitalisation, est-ce que ça bouge à l'Anacofi ? Ça bouge toujours. On a fait là, dans nos conférences de l'entreprise, les derniers événements qu'on a déroulés, alors là aussi en partenariat avec plein d'organisations, en province, amené des débats et on a discuté beaucoup de la digitalisation. Et j'ai bien aimé certaines des réflexions. On en ressort partout, quel que soit l'intervenant. Quand on prend des professionnels de la digitalisation, ils vous disent une chose, c'est quand vous avez mis le doigt dans la digitalisation, vous ne pouvez plus jamais arrêter. Voilà. C'est le cas. C'est-à-dire qu'à l'Anacofi, on a digitalisé l'Anacofi au moyen d'un plan digital qui s'est étalé sur 4 ans. Ce plan digital se termine maintenant, il est fini, donc nous réenchaînons sur un nouveau plan digital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les outils de gestion interne de l'Anacofi, de traitement de la relation adhérent, alors on va essayer de ne pas trop les perturber, c'est-à-dire le résultat final devra ressembler à ce qu'ils ont en face d'eux aujourd'hui, mais si possible, bien sûr, sous réserve de l'ingénierie qui va être mise en œuvre, et pour ça on se fait accompagner d'un expert, mais on va en fait tout refaire. On va refaire la machine, le moteur du système interne, et puis petit à petit on va coloniser tous les outils, puisque c'est une très grosse machine digitale aujourd'hui, l'Anacofi, en tout cas ce qui permet de la faire tourner. Et à la fin, en fin de boucle, on réformera les sites internet aussi. On les réformera peut-être un peu plus vite sur certains aspects quand même qui pourraient se voir. On a aujourd'hui 6 ou 7 sites internet rattachés à l'univers Anacofi. On va réfléchir quand même 2 secondes. Mais en dehors de ça, ils sont censés arriver en milieu ou fin de boucle de ce projet digital, mais on va tout réformer. Donc la relation adhérent se traitera avec des outils normalement plus simples. La gestion interne par nos salariés devrait être elle aussi simplifiée, plus intuitive. Mais voilà. Et puis, ce que j'ai aussi appris de nos débats avec des pros du digital, il faut l'accepter, contrairement à ce qu'on dit, le digital est fait pour réduire les erreurs humaines. Oui, mais le digital, ça veut aussi dire rien n'est jamais parfait. Voilà. Alors, il y aura forcément quelques petites difficultés. C'est une chose qu'il faut accepter aussi, mais on rentre dans ce plan digital avec un accompagnement. C'est-à-dire, cette année, on a choisi une entreprise qui vient avec nous, dont le métier, c'est l'audit de ce genre de choses et qui va nous accompagner sur le déroulement de ce plan. Donc, nos membres vont petit à petit voir apparaître des choses nouvelles. Pour finir, alors même si Jean-Jacques Olivier n'a pas pu se joindre à nous à cause des grèves, on va quand même évoquer l'immobilier avec 2 sujets. Alors le premier, David, on évoque une réforme du dispositif Pinel. Alors qu'est-ce qu'il en est ? Oui, vous voyez qu'on est aujourd'hui dans une mission où on a un peu de râlerie. Il faut l'assumer. Alors, concernant Pinel, le sujet, c'est pas forcément tant Pinel en lui-même, mais quand même. La question qui est posée, c'est faut-il des lois de défiscalisation dans ce pays ? On a beaucoup entendu parler de... Et que finance Pinel ? Alors, à titre personnel, c'est pas que je sois tellement attaché à Pinel, c'est que nous avons commandé des études indépendantes, on en a fait en interne, enfin, tous ceux qui travaillent sur ce sujet-là peuvent quand même assez vite vous dire, ça a un effet positif. Est-ce qu'il est suffisant ? Est-ce qu'il coûte de l'argent à l'État ? C'est l'autre question. Mais l'idée de réformer Pinel en elle-même, si elle est peut-être cohérente par certains aspects, soulève quand même le problème de savoir si on ne va pas frapper un marché qui fonctionne et qui a un rôle. Alors quel rôle ? Je rappelle que si Pinel finançait du HLM, on pourrait dire qu'en finançant ce HLM, l'État pourrait le faire. Mais aujourd'hui, quand on dit l'État met de l'argent et ce qu'on a en face ne va pas,
ce que Pinel finance, c'est du logement intermédiaire pour des personnes qui n'ont le droit à aucun avantage parce qu'ils appartiennent déjà à la classe moyenne. Et donc ça ne sera jamais financé avec les deniers de l'État. Voilà. Donc c'est vous avez ou vous n'avez pas ce type de logement. Point. Bon. Donc à partir du moment où on fait une réforme, il faut la faire de façon intelligente et concertée. Et là, la chose que nous disons, c'est il faut en discuter, remettre Pinel, dire on va virer les lois de défiscalisation, c'est très dangereux. Là, je pense qu'il y a un vrai moment où il faut que si le gouvernement décide d'aller sur ce terrain-là, il faut qu'on le fasse tous ensemble, d'autant qu'on se connaît plutôt bien avec les équipes gouvernementales, à force d'une organisation professionnelle. On ne peut pas nous dire qu'on ne nous connaît pas et qu'on ne sait pas où nous trouver, parce que là, il en va d'un enjeu aussi macroéconomique majeur. Hein. Je rappelle quand même qu'on est sur des centaines de milliers de logements par an. Si vous faites une connerie, pardon, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, si vous faites une connerie, vous allez la payer très cher, très longtemps macroéconomiquement, et en plus, vous allez créer un problème immédiat sur votre population de classe moyenne, je ne crois pas que ce soit le moment, qui vont avoir des difficultés à trouver des logements qui sont financés par les un peu plus riches. C'est vrai, sauf que sans eux, vous ne les avez pas, ces logements. Voilà. Alors il y a 2 études que... Le gouvernement a répondu par une étude qui dit non, mais c'est pas très efficace, alors que de l'autre côté, toutes les organisations professionnelles ont commandé à un cabinet indépendant une étude qui dit si c'est efficace et l'État gagne quelques milliards avec ça. Je crois que le chiffre, Jean-Jacques l'aurait dit mieux que moi, mais je crois que le chiffre, on est entre 2 et 3 milliards de gains nets pour l'État en plus, donc il n'y a pas de perte. Sur le sujet, c'est pas financé par l'État, ça rapporte. Est-ce que ça pourrait rapporter plus ? C'est une autre question, sauf qu'il faudrait qu'ils construisent le logement. Coût de construction d'un logement là qui n'est pas du HLM ferait peut-être assez mal au budget de l'État s'il le faisait. Ouais. Voilà. Donc ça c'est le premier sujet qui est Pinel, un sujet qui commence à nous préoccuper. On n'avait rien contre le fait que le gouvernement dise plutôt les entreprises que l'immobilier, mais attention quand même à pas casser toutes les machines. Alors on reste sur l'immobilier avec un deuxième sujet, le plafonnement des commissions des intermédiaires en produits, on va dire, immobiliers défiscalisants. Oui, alors là, c'est pas le gouvernement qui est en cause. C'est venu d'ailleurs, c'est venu d'un amendement qui a été proposé par quelqu'un qui n'est pas du parti au pouvoir. Et là, on est en train de commencer à marcher sur la tête, franchement. Voilà. Donc là, nous avions commandé une étude. Il n'y a pas d'argument qui soit vraiment mis en face quand on fait l'analyse. En fait, notre univers des CGP pourrait se satisfaire d'un plafonnement s'il était assez élevé. Nous avons une intermédiation avec des coûts moyens qui sont inférieurs au taux pris en moyenne dans l'intermédiation immobilière. Voilà ce que donne notre étude interne Anacofi. Donc à la limite, pourquoi pas. Le problème, c'est que là encore, on touche à un écosystème et à un principe. Je rappelle quand même que l'idée qui a été posée sur la table, c'est on plafonne ce qui est perçu par toute la chaîne d'intermédiation, toute prestation que cela comprend, sans qu'elle soit définie dans le décret final. Encore une fois, a été produit par un gouvernement qui n'avait pas demandé l'amendement, donc qui est passé. Donc je pense qu'ils se sont un peu dépatouillés de cette histoire-là, comme ils ont pu. Ils ont produit quelque chose, mais bon. Mais en attendant, du coup, on ne sait pas mettre la borne de ce pourcentage de limite. On n'a donc pas de capacité à voir quels sont les acteurs qui vont pouvoir être payés avec ça ou pas. Donc, et puis, sur le fond, on est donc en train de dire que quand de l'immobilier neuf sera intermédié, vous achetez votre résidence principale, pas de plafond, sur une bête intermédiation, le coup de cœur des émissions de télé, le coup de cœur devant ce magnifique, on ne sait quoi, mur blanc, on s'en fout, voilà, il achète, super. Vous pouvez prendre 10, 20, 30, 40, 50% de commission, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de conseil, il y a juste d'avoir trouvé un truc qui lui fait plaisir. Et de l'autre côté, vous accompagnez quelqu'un en prenant souvent, quand il s'est intermédié par un conseil en gestion de patrimoine, la responsabilité de son accompagnement fiscal, du conseil parce que c'est un placement. Vous avez maintenant une modification des textes qui vient de sortir, qui dit en fait que vous devez maintenant vérifier le prix moyen local et vous n'avez pas le droit d'intermédier si vous n'êtes pas en capacité d'analyser le prix marché. C'est tout frais, ça vient de sortir. Donc vous prenez cette responsabilité-là pour un placement, pas pour quelqu'un qui dit « je m'en fous du prix, ça me plaît ». Voilà. Vous êtes engagé dans le temps, et là, sur le même bien, on plafonne. Écoutez, dans un cas, il y a une prestation, une responsabilité qui est lourdement engagée. Dans l'autre cas, il y a juste le fait d'accompagner quelqu'un pour acheter un truc qui lui plaît. Et là, on plafonne. En soi, là, on marche sur la tête. Et on va créer un vrai problème. Le même professionnel sera plafonné, pas plafonné. Je vous la fais très courte. À partir du moment, en plus, la définition du fait que ce soit une défiscalisation immobilière se fait après l'achat, qu'est-ce qu'on va dire chez le notaire ?
On va dire chez le notaire, ok, on a acheté, je ne sais pas encore si j'en ferai une défisque, donc le professionnel touche tous sa com, et puis quand le client va dire non, finalement j'en fais une défiscalisation, on va dire vous rendez de l'argent. Enfin, le truc est idiot, il est purement et simplement idiot, il faut le dire. Et par ailleurs, ça crée non pas un préalable parce qu'il existait déjà. On a déjà un plafonnement des rémunérations de toute la chaîne sur les produits de défiscalisation financière. Sauf que, déjà, il avait fait couler pas mal d'encre, mais on avait trouvé des points d'équilibre qui allaient à toute la place. Bon, on s'en était pas trop mal sorti. Ceci dit, ce serait la deuxième fois dans ce pays qu'on s'amuserait à plafonner, alors que je vous rappelle quand même que la différence avec ce qui s'était fait en matière de finances, c'est que là, on est censément être payé par des honoraires, pas des commissions, dont le client est informé, pour une prestation d'accompagnement. Donc en plus, plafonner les honoraires, c'est comme si on disait les avocats n'ont pas le droit, sur une déclaration d'impôt, de prendre plus de 450 balles. Mais vous avez vu ça où ? Ce ne sont pas des commissions. Alors les commissions, oui, il y a un phénomène qui commence à se répandre en Europe. Les Allemands sont fous furieux, les professionnels allemands. Leur gouvernement envisage de plafonner leurs commissions sur des produits d'épargne standard. Et on parle bien de commissions et pas d'honoraires. Donc attention, parce qu'on commence à avoir ce genre de dérapage. Il faut savoir que les professionnels allemands attaquent leur gouvernement là-dessus, en disant ça n'est écrit dans aucun texte, c'est complètement idiot ce que vous faites, et en plus nous ne pourrons pas vivre alors que vous nous demandez de faire du conseil, on va avoir des seuils qui sont trop bas. Donc le sujet commence quand même à se répandre un peu partout. Il faudrait quand même considérer que des gens sont en train de faire un travail pour d'autres, à leur demande. Les métiers du conseil, dans ce cas-là, doivent être différenciés de ceux qui font de la pure vente. Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà, donc là, on a un vrai sujet. Puis, sur ce sujet, vous allez monter au créneau, vous allez... Jean-Jacques l'aurait dit, on est largement monté au créneau, au ministère, enfin partout, parce que, voilà, il faut savoir raison garder, là encore, comme le disait Michel tout à l'heure, on est en train de devenir fou, là. Il faut se rappeler quand même que ces entreprises d'accompagnement, quand c'est d'elles dont on parle, et nous, c'est celles que nous représentons, celles qui font de la pure vente, pardon, mais je m'en fous, peut-être que ça vaut pas cher. J'en sais rien, c'est pas ceux qu'on représente. Il y a un moment, il y a un prix pour une prestation, et quand les gens s'entendent sur ce prix, sachant que c'est de l'honoraire, c'est le cas pour les IOB dont on parlait tout à l'heure, c'est le cas dans le cas présent dont nous parlons, c'est un accord entre un client et un professionnel. Stop. À un moment, les gens qui ont proposé cet amendement ont des conseillers, souvent des avocats qui font leur déclaration d'impôt, sinon ils sont pris des fois d'un petit problème déclaratif, voyez-vous, et ils ne marchandent pas les honoraires de leur avocat. Bon, stop. Donc il faut qu'on fasse attention aux effets que ça a. Par ailleurs, la seule étude indépendante qui existe le montre bien, par seuil de plafonnement, vous avez des effets. Il n'y a aucun seuil, sauf à aller à des niveaux qui n'existent pas, qui n'a pas d'effet sur la baisse du marché. Et on ne parle pas de prix mètre carré, puisque l'une des justifications, c'était de dire on veut aussi faire baisser le prix mètre carré. Non, on parle du nombre de lots qui seront mis en construction et qui seront distribués. Voilà. Si je devais prendre mon petit étendard de défense de mes seuls conseils en gestion de patrimoine, je dirais à la limite, nous on s'en fout, on intermédie en dessous du prix moyen qui pose comme plafond sur le marché. Oui, mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est l'ensemble d'un marché qui va prendre. Dernière question, l'année se termine. Quel regard vous portez sur 2019 et puis qu'est-ce que vous attendez de 2020 rapidement? 2019 est une assez bonne année. On a fait une année très correcte en termes de croissance de l'association. On a mis beaucoup de moyens. Alors par contre, les comptes ne sont pas arrêtés, mais on a engagé beaucoup d'argent sur beaucoup de projets, histoire de se préparer pour une corrégulation étendue dont on reparlera plus tard, mais on en a déjà parlé à l'assurance et à l'IOB. C'est une assez bonne année. C'est une bonne année aussi en termes de communication. On a produit beaucoup de choses. Donc ça sera certainement une année très correcte quand on fera le point. Sur 2020, ce qu'on en attend, c'est de la réforme dans nos modes opératoires. C'est peut-être l'annonce enfin garantie de cette co-régulation étendue qui nous obligerait à réformer encore beaucoup plus de choses et à mettre encore plus de moyens là-dedans. Mais voilà ce qu'on va attendre surtout de 2020. Je vous ai expliqué ce qu'on envisageait sur les modifications du Tour de France et autres. Et puis si on pouvait avoir une année un peu plus sereine, ce serait pas mal, puisque pour tous les professionnels, nous comme d'autres, c'est pas gagné. Mais je pense beaucoup de gens perdraient beaucoup de choses si nous rentrions dans une vraie crise durable. Il pourrait y avoir moins de grévistes parce que moins d'employés, voyez-vous. Il y a un moment, il faut quand même réfléchir aussi à ça. C'est que perdre 1 ou 2 mois de chiffre d'affaires sur une entreprise, quand vous avez 10, 15, 20 points de marge, quand ils sont entaillés,
derrière, les choses finissent forcément mal. Hein. Et il n'y a pas de retraite s'il n'y a pas de travail. Donc j'espère quand même que les gens garderont un peu de calme, ou en tout cas suffisamment de calme pour ça. Pour nous, en tout cas, l'année qui se dessine est une année 2020 qui a l'air d'être plutôt sympathique dans ce que nous avons à faire. Nous sommes une organisation professionnelle, nous, hein, donc je parle pour l'organisation professionnelle. Pour le métier, on ne voit pas apparaître de crise. Encore que, vous voyez, on a toujours dit, nos métiers ne sont pas en crise car nos entreprises sont pluriactives. Mais il ne faut pas qu'il y ait 2 univers en crise en même temps. On a 4 univers. Il ne faut pas qu'il y ait 2 univers en crise en même temps. Si on avait la thématique IOB en crise et la thématique immobilière, même si la thématique assurantielle et la thématique financière fonctionnaient bien, et celle du conseil juridique qui est accessoire, là, on aurait quand même un début de crise de nos entreprises. Voilà. Donc, on n'a pas de raison de le penser, on essaye de régler, c'est notre boulot de syndicaliste, hein. Mais il faut faire attention. Pour une partie d'adhérents IOB qui sont essentiellement intermédiaires bancaires et accessoirement intermédiaires d'assurance ou immobilier, c'est sûr qu'il se pose des questions existentielles là, hein, si ça perdure comme ça. Donc, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas ces 2 crises. On reste positif quand même. Pour l'instant, nous n'avons pas ces 2 crises, donc voilà, c'est notre job de syndicaliste que d'essayer d'éviter qu'elles existent. Et si elles n'existent pas, l'année 2020 se dessine correctement, et pour nous, associations, elle devrait être assez passionnante avec les réformes qu'on a en cours de nos modes de fonctionnement. Voilà ce que sera 2020, notre Assemblée Générale, le 19 mars, voilà, la date est arrêtée, tous nos membres vous serez invités, vous serez aussi invités, on fera une émission spéciale, allons-y, c'est parti, joyeux Noël à tout le monde, et enchaînons le mieux possible sur cette année qui s'annonce intéressante. Ça me va bien comme mot de la fin, donc joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à tous les deux. Et à vous tous, et donc rendez-vous l'année prochaine.